mes parents avaient peur des bombardements de Paris, puisqu'on disait que Paris serait bombardé. Et effectivement, il y avait quand même des objectifs, les usines autour de Paris et tout. Et tout de suite, on commençait les restrictions. Ça, je m'en souviens. On a tout de suite eu faim. On a tout de suite été privés. Pas de tout, pas encore de tout, mais des choses dont on avait l'habitude. Pourtant, on n'était pas riches chez moi, on était très pauvres même. Quelquefois, il n'y avait même pas assez d'argent pour le pain, puisque mon père ne travaillait pas. Mais il y a quand même eu toujours, on pouvait le soir, on dînait de pain beurre avec du café au lait. Ça, c'était souvent notre dîner. Mais c'était très bien. On n'était pas malheureux. J'étais même très heureuse, une enfance très heureuse. Et puis là, bon, il y avait déjà les cartes d'alimentation. Il y avait des choses attribuées beaucoup plus. On donnait beaucoup plus de lait aux petits-enfants, évidemment aux bébés. On donnait du chocolat aux J1. Les J2 en avaient déjà moins, les J3 en avaient encore moins. Ils n'avaient pas de cigarettes, parce que les adultes avaient droit à des cigarettes, des arrivages de cigarettes. Et alors c'était déjà, dès le début, ça a été la queue, ça je me souviens, on faisait la queue pour avoir de la nourriture. Dès qu'il y avait une alerte, il fallait descendre dans les abris, et alors dans les caves en général. Et mon père, il trouvait que notre cave n'était pas assez profonde, alors il fallait courir jusqu'au métro, et il trouvait encore que le métro Pyrénées, qui était le nôtre, n'était pas assez profond, alors on courait jusqu'au métro Place des Fêtes, qui était beaucoup plus loin, parce que là c'était profond. Et souvent, pendant qu'on courait vers le métro, la fin de l'alerte sonnait également, les sirènes sonnaient la fin de l'alerte, on revenait chez nous. Mais quelquefois, on avait le temps d'arriver au métro et même d'y passer quelques heures. Et c'est arrivé d'y passer une ou deux nuits aussi, sur les quais du métro. À Noël, mes parents et les parents de mes cousins, on était 5 cousins. Et donc les 5 enfants, non pas le fils aîné, mais 4 enfants ont été envoyés sur la Côte d'Azur. Et ça, c'était en janvier 40. C'était une maison un refuge quoi, pour les enfants juifs alors là, parce que c'était un organisme juif uniquement. Mais ils n'étaient pas religieux non plus. Alors là, on allait dans l'école du village. Et les enfants du village, on était très bien avec eux. On restait à l'étude parce qu'on voulait qu'on fasse nos devoirs à l'école. Et ensuite, quand on rentrait, on n'avait plus qu'à dîner et jouer ou lire, enfin, des activités dans la maison. Alors on restait donc à l'étude et on apportait donc notre goûter. Et puis il y a eu la Pâque juive, et pendant la Pâque juive, on ne mange pas de pain, il faut manger du pain zim. Alors pendant 8 jours. Et la maison Lozé, ce n'était pas des gens religieux, mais traditionnalistes, donc il y avait ce pain zim. Et quand on est arrivé avec notre goûter le premier jour, avec nos tranches, on avait 2 tranches de pain zim avec du beurre et de la confiture ou du miel, ça je ne me souviens pas. Les enfants se sont agglutinés, les enfants du village se sont agglutinés autour de nous. Ils ont dit « Oh, mais ça a l'air bon ce que vous mangez, qu'est-ce que c'est ?» Alors je dis « C'est du pain azim. » Je dis « Tu en veux ?» à une petite fille de 10 ans. Alors c'est la petite fille de 10 ans, elle fait « Oh non, 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 c'est fait avec du sang de chrétien. » Alors elle n'avait jamais vu de juif de sa vie, mais elle savait que le pain azim était fabriqué avec du sang de chrétien. Et donc, ils n'ont pas voulu notre pain azim. Si, il y en a qui ont bien voulu en goûter. Mais cette petite fille-là, qui n'avait jamais vu de juif, non. Alors, je raconte cette histoire-là quand je témoigne maintenant. Je raconte cette anecdote-là parce que c'est quand même très caractéristique de cet antisémitisme viscéral qu'il y avait en France. Hein. Alors, Youpin, ça c'était habituel, sale Youpin à l'école. Les garçons, on les battait. Les garçons juifs, ils se faisaient battre. Sale Youpin et pof, c'était la bataille. Bon, ils ne se laissaient pas faire d'ailleurs en général. Chez les filles, on se tirait les cheveux. On ne se battait pas, on se tirait les cheveux. Et puis, ce 14 juin, donc 1940, cette institutrice, on rentre en classe et on devait être debout avant qu'elle nous dise de nous asseoir. Hein. On était disciplinés. Et elle nous dit, ne vous asseyez pas les enfants, j'ai quelque chose à vous dire. Et alors elle avait les larmes qui coulaient et elle dit, les Allemands sont entrés dans Paris. Alors c'était la fin de la guerre, enfin pas encore l'armistice. Et puis on a su
que le soir même, je crois, le maréchal Pétain a fait un discours en disant qu'il se sacrifiait pour le pays et qu'il tâcherait d'adoucir l'occupation pour la population française. Alors ma mère était toute seule à Paris et il paraît, des voisins m'ont dit après, quand je suis rentrée, qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps et elle est venue me chercher. En octobre 40, ils ont sorti un premier statut des Juifs qui interdisait. C'est très curieux parce que vraiment, Pétain, il allait presque au-devant de ce que demandaient les Allemands. Il n'a pas été obligé de faire un statut des Juifs, et il l'a fait. Je ne sais plus, c'était en octobre 40, je ne sais plus à quelle date exactement. Il y en a eu un deuxième amélioré en juin 41, juin ou juillet 41. Et dans ce statut, alors c'était les gens de la fonction publique qui étaient exclus. Les professeurs, par exemple, les enseignants étaient exclus. C'était fini. Il ne fallait plus avoir de professeurs juifs. Et après, ça s'est encore amélioré. C'était les avocats, ça a été les médecins. Finalement, je me suis toujours demandé comment ces gens-là ont vécu. De quoi vivaient-ils? Ils n'avaient pas tous amassé une fortune avant. Et puis, en novembre 40, on a demandé, alors à ce moment-là, aux Juifs d'aller se faire recenser. On avait une vie normale, on allait quand même au cinéma, avec les camarades, on s'amusait très bien. On n'était pas beaucoup de Juifs d'ailleurs dans ce lycée. Maintenant, il y a beaucoup plus, mais on savait qui était juif, ça on le savait, c'est sûr. Et alors, je continue donc, on en arrive effectivement alors, en 41, donc mai 41, on a demandé aux hommes, on leur a envoyé ce fameux billet vert, ceux qui s'étaient déclarés comme juifs, pour qu'ils viennent, soi-disant pour un contrôle de quelque chose et tout. Et finalement, quand ils sont arrivés, on les a arrêtés. Alors, on a arrêté mon père aussi. Et on les a emmenés à Pithiviers, à Bonne-la-Rolande, enfin les camps du Loiret. Et mon père, il a dit tout de suite, ça sent mauvais. Là, ça sent vraiment mauvais. Dans une lettre en yiddish, il nous a dit ça. Et il n'est pas resté. C'est-à-dire qu'un jour, on a demandé des jardiniers. Alors lui, qui n'avait jamais touché une pelle de sa vie ou une pioche, il a levé le doigt, il a dit qu'il était jardinier. Et alors, il a repéré, il sortait donc du camp, il a repéré des buissons, des taillis. Et le troisième jour ou le quatrième jour, il s'est caché et il n'est pas rentré au camp. À partir de ce moment-là, il est devenu clandestin. Il avait des faux papiers et il se cachait à Paris, dans une chambre, dans un immeuble dans le 20e arrondissement. En 1942, bon, il y a eu cette conférence de Wannsee en janvier 1942, où il a été décidé de la solution finale. Et à partir du 7 juin, justement, le décret a été mis en application que tout juif, à partir de l'âge de 6 ans, devait porter une étoile. Alors j'en ai une, parce que j'ai gardé l'étoile, que ma mère d'ailleurs a doublée, puisqu'elle était couturière. Alors normalement, il fallait acheter cette étoile, il fallait l'acheter en 3 exemplaires, en payant d'une part, et en donnant surtout des tickets textiles qui nous auraient été très utiles pour acheter des vêtements, parce que ça aussi, c'était la pénurie. Alors voilà, ça se présentait comme ça. Normalement, c'était un carré de tissu, un rectangle de tissu. Il fallait découper l'étoile et la coudre solidement sur 3 vêtements, puisqu'il y avait 3 étoiles. Et voilà. C'était ça. Là, on était marqués. Mais en principe, les gens ne réagissaient pas trop. Hein. Il y avait des gens qui s'étonnaient d'avoir des voisins, enfin de voir les gens avec leur étoile, d'avoir justement des voisins juifs. Parce qu'en fait, on reconnaissait par le nom, mais comme la plupart des gens avaient des faux papiers aussi déjà, ceux qui avaient déjà été arrêtés en 1941, les hommes surtout avaient des faux papiers, on ne pouvait pas reconnaître par les noms non plus. Alors, ils ont fait d'ailleurs, les nazis ont fait, enfin les Allemands ont fait une exposition pour savoir comment reconnaître un juif, c'est-à-dire toute la morphologie, enfin les dessins anthropométriques, comme ça que ça s'appelle. Le juif qui a un nez crochu, d'ailleurs l'affiche principale c'était un globe terrestre et on montrait un homme avec des griffes qui enserre le globe terrestre avec un nez crochu, un grand nez, ça c'était le juif. Bon, regardez-moi. Bon, et puis il n'y avait pas que moi, hein. Bon, c'était comme ça. On en est arrivé au 16 juillet 1942, c'est-à-dire
le 15 juillet, dernier jour de classe, puisque la classe s'arrêtait le 15 juillet, une camarade juive me dit, il faut absolument, mes parents ont un ami qui est commissaire de police, et il leur a dit, vous savez, il se prépare une arrestation de masse de femmes et d'enfants pour ces jours-ci. Alors elle dit, moi, mes parents, on s'en va, on quitte l'appartement, tu ferais bien de dire à ta mère de quitter l'appartement aussi. Et alors, quand je suis rentrée, ma mère, je lui ai dit ça, elle dit, oh, mais c'est pas possible en France, arrêter les femmes et les enfants en France. Personne ne voulait croire ça. Et à 6 h du matin, on est venu frapper à la porte. C'était 6 h ou 7 h, je ne sais pas à quelle heure la police a le droit d'arrêter. Et elle a dit, qu'est-ce que c'est? On a dit, police, ouvrez. Alors, on a vu rentrer 2 hommes, un inspecteur avec le chapeau et l'imperméable, en plein mois de juillet, et un sergent de ville, ce qu'on appelait un sergent de ville, enfin un flic, quoi, un agent de police en uniforme. Et alors il est entré, il a dit, vous êtes bien Madame Lichten? Oui. Et cette petite jeune fille-là, elle dit, c'est ma fille. Alors il regarde, c'est là qu'il dit, oh, elle n'est pas inscrite, elle n'est pas sur ma liste. Mon père n'avait pas donné mon nom, elle n'est pas inscrite, et il m'inscrit. Et ma mère lui dit, mais pourquoi vous l'inscrivez puisque vous ne l'avez pas sur votre liste? Laissez-la, vous n'avez pas besoin de l'arrêter. Et elle le supplie presque à genoux. Elle lui dit, madame, si vous faites du scandale, j'appelle police secours. Bon, elle n'a plus fait de scandale. Et puis, on est sorti dans la rue. Et là, j'ai eu peur. C'est là vraiment que j'ai été terrorisée. Parce que de tous les côtés, on amenait des gens, des familles entières, avec des petits-enfants. Les gens portaient des matelas d'enfants sur le dos, des baluchons, tenaient des petits-enfants mal réveillés, qui pleuraient et tout, et étaient encadrés de policiers comme des voleurs et comme des criminels. Et ça m'a fait vraiment peur. Je crois que ce jour-là, mon enfance s'est terminée, ce jour-là. J'ai vraiment basculé dans l'âge adulte même pas adolescent, mais adulte, ce jour-là. On nous a mis dans les autobus de ligne. On nous a fait mettre les valises sur la plateforme et nous, on nous a entassés vraiment très serrés dans ces autobus. Et sur la rue de Belleville, je vois justement une fille de ma classe qui était là, Lucienne, elle s'appelait Lucienne Bacry, je crois. Et elle regardait tristement, mais elle ne m'a pas vue, j'étais tellement serrée entre 2 personnes, ou plusieurs personnes, qu'elle ne m'a pas vue moi, mais elle regardait d'un air très triste. Et là, vraiment, j'ai eu ce sentiment de cette injustice terrible. Je dis, mais c'est un beau jour d'été, juillet, il fait très beau, et il n'y a plus classe, on est libre, et elle est en liberté. Et moi, je suis prisonnière uniquement parce que je suis juive. J'ai ressenti ça, c'était un coup au cœur. Alors donc, on est arrivé à ce Veldiv, et on est descendu, il y avait d'autres autobus qui déversaient leur cargaison aussi. C'est là que j'ai retrouvé des petits camarades. Et puis on s'est dit, ah ben t'es là aussi. Et c'était, pour les enfants, c'était un petit peu une aventure. Là, on ne s'en rendait pas compte. Les adultes, quand même, commençaient déjà à avoir peur. Et ma mère m'a dit, oh, non, on ne reste pas, on se sauve. On est une famille d'évadeurs, vraiment. Tous les gens étaient là, assis sur les gradins. Il y en avait qui étaient assis sur leurs valises. Il y avait des gosses qui couraient, qui pleuraient, qui essayaient de jouer. Il y avait des infirmières qui circulaient. Il y avait déjà beaucoup de monde. J'ai su qu'à 9 h du matin, on était déjà 4000 dans ce Veldiv, paraît-il, 4500. Il était 9 h du matin. Et alors ma mère a dit, alors il faut absolument qu'on se sauve. Là, on ne reste pas. Et elle m'a dit, tu te sauves. Quand je t'aurai vu te sauver, je me sauverai aussi. Bon, alors moi, timide, j'étais très timide à l'époque, évidemment, comme une fille de 14 ans. Je me dirige vers la porte et j'essaye de me faufiler derrière des flics. Et à chaque fois, ils me repoussaient. Ils me repoussaient. Alors il y a un flic qui me dit, qu'est-ce que vous faites là? Alors, et j'avais mon manteau sur le bras. Hein. Alors je lui dis, mais je ne suis pas juif, je suis venu voir quelqu'un. Le réflexe, c'était de dire, je ne suis pas juif, je suis venu voir quelqu'un. Il me dit, foutez-moi le camp, vous reviendrez demain. Je me suis demandé après s'il m'avait cru ou non. Et maintenant, je suis sûre qu'il ne m'avait pas cru. En fait, le fait de dire je ne suis pas juive, c'était déjà le signe que je l'étais, vraiment. Et le fait de porter mon manteau, un manteau en plein mois de juillet, c'était un manteau d'été, de demi-saison, d'accord, mais un manteau léger, mais quand même un manteau. Et alors il m'a dit, foutez-moi le camp. Alors je suis partie
Mais alors, j'ai tourné la tête, j'ai vu ma mère qui était très heureuse. Elle a fait un sourire de me voir partir. Et enfin, je suis arrivée dans le métro après avoir marché longtemps. Et ma mère m'avait dit d'aller chez ses amis. Et elle m'avait dit, tu descends au métro Glacière. Donc, comme on faisait pour aller chez eux. Et je suis descendue au métro Glacière et j'ai vu ma mère qui descendait de la même rame. Elle s'était évadée 20 minutes après moi. On est arrivés ensemble et on a couru chez ses amis, qu'on refermait la porte en pleurant derrière nous et on s'est cachés là-bas. Le meilleur endroit pour se cacher, c'était Paris. On a eu des faux papiers, j'avais une fausse carte d'identité et moi j'étais tranquille au lycée. Comme je vous ai dit, à partir de juillet 42, du 16 juillet 42, la peur ne m'a pas quittée. J'avais peur partout parce qu'il y avait des rafles, on faisait des contrôles, il y avait les papiers d'identité et puis on pouvait vous arrêter pendant des rafles hein, aussi. Mais au lycée, c'est le seul endroit où j'avais pas peur. J'étais libre. On arrive à l'année 1944, au mois de mai, un beau jour, j'allais partir, oui c'était un beau jour également, un jour de soleil, j'allais partir au lycée, à 7 h du matin, on frappe à nouveau à la porte. C'était des inspecteurs de police, deux jeunes flics, inspecteurs de police, arrivent et disent, vous êtes bien, vous êtes Madame Lichten? Elle dit non. Non, elle montre sa carte d'identité, fausse évidemment, il dit mais si, écoutez, on a reçu une lettre de dénonciation et on est venu vous arrêter. Ils nous font descendre dans la rue avec notre valise, ils nous encadrent et tout d'un coup, c'était sur l'avenue de la République, puisqu'on habitait avenue de la République, et tout d'un coup, je vois arriver en face de nous mon père qui venait nous voir tous les jours. Et ma mère me dit en yiddish, elle me dit pourvu qu'il ne nous voit pas, parce qu'il va venir et il va se faire arrêter aussi. Et alors, nous, on avait le soleil dans le dos, et lui, il avait le soleil dans les yeux. Il ne nous a pas vus. Alors, il est passé à côté de nous sans nous voir. Il n'a pas été arrêté, évidemment. Et ils nous ont fait descendre dans le métro, et ma mère voulait se sauver à chaque fois. Mais vraiment, ils ont réussi dans le métro à nous maintenir comme ça, avec la foule qui était autour, et qui se rendait compte de rien. Les gens étaient autour, parce qu'ils ne nous brutalisaient pas quand même. Mais enfin, c'était très curieux. Et on est arrivé à la préfecture de police. Et là, dans un bureau, on nous a montré, il y a un monsieur qui avait l'air très content d'ailleurs, encore deux de prise, et qui nous a montré la lettre anonyme. Là, c'était une lettre anonyme. Mais il y avait des lettres non anonymes parce que les gens touchaient de l'argent. On a dit qu'ils touchaient pas mal d'argent pour dénoncer. Et puis ma mère a essayé de se sauver, elle dit on va aller au water, on va essayer de se sauver et tout. Rien à faire. On nous a emmenés, après on nous a emmenés au dépôt du palais de justice, qui était juste en face, évidemment. Et ma mère a réussi, en donnant 20 francs, à ce qu'on dorme dans une cellule séparée avec des draps blancs. C'est la dernière nuit qu'on a passée dans des draps blancs. Et dès le lendemain, le 25, on nous a appelés, on était sur la liste aussi, on nous a appelés tous les gens qui étaient juifs et on partait à Drancy. On avait les bijoux et l'argent. On nous a donné des reçus, des récépissés en nous disant là-bas on vous remboursera. Bien vu, jamais, on n'a jamais revu ni les bijoux ni l'argent. Bon. Et alors Drancy, c'était pas plus mal on vivait pas plus mal que toute la France. On avait faim, mais toute la France avait faim. Bon. Et puis on nous embarque, alors les gendarmes nous embarquent à nouveau dans les autobus de ligne, jusqu'à la gare de Bobigny. Et là, ils nous ont remis entre les mains des Allemands. Il n'y avait plus, c'était les soldats allemands avec leurs fusils et qui nous ont poussés à coups de crosse dans des wagons. C'est-à-dire, on a vu ce train, des wagons à bestiaux qui étaient là. Alors, on a dit, bon, ça c'est un train qui stationne là, c'est pas pour nous. Et ils vont le virer et puis on aura un wagon normal, mais pas du tout. C'était vraiment pour nous. Ils ont poussé, on était 100 à peu près, par wagon, entre 80 et 120, avec le baril pour l'eau et le baril pour les besoins. Et au début, on était encore pudique, on a tendu une ficelle, quelqu'un avait de la ficelle, on a mis une couverture pour pas se montrer.
Mais enfin, il y avait le bruit, il y avait l'odeur, c'était pestilentiel. Si on voulait s'allonger, on pouvait s'asseoir avec les genoux contre la poitrine. C'est tout ce qu'on pouvait faire encore. Et si quelqu'un voulait allonger les jambes, il fallait qu'un autre se lève. On faisait ça, il y avait des tours de garde, quoi. À tour de rôle, on se levait pour que l'autre puisse s'allonger et dormir un petit peu. Non, non, on était nombreux, on devait bien être une centaine dans notre wagon aussi. Quand nous nous sommes arrêtés, les portes se sont ouvertes brusquement, ces portes qui étaient verrouillées, bien blindées et tout, se sont ouvertes brusquement et on entendait des cris, Los, Schnell, Schnell, enfin ça c'était les soldats allemands et les SS qui criaient. Je pense que moi qui avais appris l'allemand et les poèmes, enfin Goethe, Heine, Novalis, je ne reconnaissais plus l'allemand. Après pour moi ce n'était que des aboiements, je ne pouvais plus supporter l'allemand. Donc, ils nous ont fait descendre. Des hommes sont d'abord montés dans les wagons, des hommes en tenue rayée. Et ensuite, nous ont fait descendre en disant « Laissez vos bagages et donnez les petits-enfants aux femmes âgées parce qu'ils vont rentrer dans le camp en camion. » Et puis alors, à la descente, on a séparé les hommes des femmes. Et la colonne de femmes avançait. Il y en avait évidemment avec les enfants qui sont montés. Il y a des jeunes mères qui ont donné leurs enfants aux vieilles femmes, mais il y en a d'autres qui sont montées avec leurs enfants. D'ailleurs, les jeunes mères qui ont donné leurs enfants ne se sont pas pardonnées après. Elles pleuraient tout le temps. Il y en a une qui est devenue folle d'ailleurs, puisqu'elle avait donné son petit garçon de 5 ans. Et puis on avançait, la colonne avançait, et on est arrivé à un moment devant un officier, très beau d'ailleurs. Je suis après que c'était le docteur Mengele qui était là. Et alors lui, il distribuait les gens à gauche, enfin à sa droite et à sa gauche, donc à gauche et à droite. Moi j'étais un peu plus grande que maintenant, plus mince bien sûr, mais costaud quand même à 16 ans. J'étais bonne pour le travail là-bas. Enfin ici, parce que c'est pas là-bas. Et quand on est arrivé devant lui, on est parti à gauche, il nous a fait partir avec ma mère à gauche. Ma mère me tenait par le bras, elle dit en allemand, es ist meine Tochter, c'est ma fille, et il nous a fait passer. Et ma petite camarade Fanny, qui s'appelait Fanny, de l'autre côté, à droite. On ne les a jamais revus. On les a fait marcher tout le long jusqu'au bout là-bas, où était le sauna, c'est-à-dire les toilettes, enfin là où on faisait les douches, les lavabos et tout. Mais il y avait d'abord un bureau. On nous a fait, alors d'abord on nous a déshabillés. Alors ça c'est incroyable parce que pour inscrire nos noms, il fallait qu'on soit nus. Alors c'était déjà une dégradation, c'était déjà une humiliation. Et là on a inscrit nos noms et on nous a tatoués sur le bras. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de nom, on avait un numéro. On était marqués déjà. Mais pas seulement les juifs, hein, toutes les nationalités qui étaient là, donc beaucoup de Polonaises, des Russes, des Ukrainiennes, étaient marquées. Tous les gens qui étaient à Auschwitz étaient tatoués. Dans les autres camps, non, on ne tatouait pas. J'ai voulu effacer et j'ai reçu vraiment la première raclée, une raclée terrible de ma vie. Je ne m'y attendais pas du tout parce que mes parents ne m'avaient jamais battue. Je n'étais pas un enfant martyr. Et puis bon, ils ont continué à tatouer, tout ça avec de l'encre de Chine, une petite bouteille d'encre de Chine et une plume normale, ces plumes sergent-major qu'on utilisait autrefois. Chaque point est une piqûre assez profonde, ça faisait mal quand même. Mais enfin, c'était pas si grave. Les filles polonaises voulaient nos vêtements puisqu'on arrivait de France, alors soi-disant on était élégantes bien sûr, plus élégantes que les autres pays d'Europe. Et on a demandé qu'étaient devenus les autres qui étaient là. Alors c'est là qu'ils nous ont dit, regardez par la fenêtre, vous voyez, et on a vu effectivement, il y avait 2 crématoires qui sont maintenant démolis là-bas au bout, et qui brûlaient, il y avait des grandes flammes qui sortaient, et puis de la fumée noire,
Et ils nous ont dit, les vôtres, ceux qui sont arrivés avec vous, ce soir, ils brûleront là. On n'a donc pas voulu les croire du tout. Or, c'était vrai. On nous a mis dans une salle où il y avait des caillebotis, enfin une espèce de plancher en bois, en caillebotis, oui c'est ça, et avec des pommes d'arrosoir, et on s'est dit peut-être que c'est là la chambre à gaz. Et c'est la seule fois où dans le camp, dans toute cette période, c'est la seule fois où j'ai vu ma mère s'écrouler complètement. Une autre fois aussi, mais là, elle s'est écroulée, elle dit mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené un enfant dans cet endroit-là, et on va mourir, je l'ai fait mourir. Elle pensait que si elle ne m'avait pas ramené de la Côte d'Azur, peut-être que je ne serais pas là, enfin, elle ne m'aurait pas déporté. Et c'est pas vrai, c'était le destin, c'était, je sais pas, j'aurais peut-être été déporté quand même. Alors, en fait, c'était les tuves. C'était vraiment un sauna. On nous a envoyé de la vapeur, après on a pris la douche, et on nous a emmenés dans une salle où on était déjà tendus. Et là, on nous a donné des vêtements. Alors, c'était quelque chose de folklorique, parce qu'il n'y avait plus de tenues rayées. Parce que sinon, quand vous arriviez, il y avait les tenues rayées. J'ai eu, moi, un pantalon, une culotte de grand-mère qui me descendait au-dessous du genou, avec des dentelles d'ailleurs en bas, une robe courte par-dessus. Et alors, les chaussures, j'avais une chaussure à talons plats noir, et l'autre chaussure à talons moyens marron. C'est-à-dire je boitais parce que, évidemment, les deux chaussures n'étaient pas à la même hauteur. Ah, mais enfin, j'ai trouvé ma taille comme ça, uniquement. Cette nuit a été terrible, mais quand même, on était tellement fatigués qu'on s'est endormis. Et on a eu l'impression qu'on n'avait pas dormi du tout, parce qu'à 3 heures du matin, ils nous réveillaient. Et ça, c'était tous les jours. 3 heures du matin, aufstehen, Kaffee holen, c'est-à-dire debout, aller chercher le café. On allait à 4 chercher les bidons, on portait à 4 un baril quoi, d'eau chaude qu'on appelait café. L'eau chaude un peu colorée, c'était ça leur café. Et tout de suite, on nous mettait en appel. Alors c'était ça nos journées, l'appel pendant 2 heures ou 3 heures, parce qu'il fallait que tout colle, que les chiffres collent avec leur liste, enfin le nombre qu'ils avaient par baraque. Il fallait sortir les morts de la nuit aussi, parce qu'il y en avait qui étaient mortes la nuit forcément, d'épuisement, de maladie, de tout ce que vous voulez. Il fallait aligner les morts aussi. Toutes les semaines, on vidait ces latrines. Donc il y avait cette pompe à merde qu'il fallait tirer parce qu'on remplaçait ici, on remplaçait surtout les chevaux. Il n'y avait pas de chevaux. Si, une fois j'ai vu une voiture à chevaux, mais sinon on remplaçait les chevaux et on tirait. Donc, alors quand on était devant pour tirer cette pompe à merde, ça allait encore. Mais alors quand on était derrière, c'était insupportable comme odeur. Il fallait se mettre un chiffon. Comme on n'avait pas de chiffon, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des culottes de grand-mère avec la dentelle, ça dépassait. On a fini par déchirer des bouts de cette dentelle pour pouvoir se mettre sur le nez et pour pouvoir également avoir ça comme garniture. Parce que pour les femmes, au début, on avait nos règles ici pendant 2 mois. On les a eues, mais après ça s'est arrêté. Et donc nos garnitures, les seules garnitures, c'était le bas du pantalon qu'on pouvait déchirer. Une autre corvée consistait à amener des briques d'un bout du camp à l'autre, et puis après de les ramener à l'autre bout. Ça, c'était n'importe quoi. Par contre, comme c'était à cette période-là, depuis le printemps 1944, on avait arrêté donc, et déporté tous les Juifs de Hongrie. Alors, elles étaient très nombreuses, ces Hongroises, et ces Hongrois d'ailleurs. Et les fours crématoires qui marchaient à plein tube, il y en avait 2 là qui marchaient vraiment à plein tube, 2 autres derrière un rideau d'arbre qui marchaient moins bien. Cette odeur de chair grillée, ça me reste dans les narines tout le temps, vraiment comme du cochon grillé. Enfin, cette odeur de... Ça me reste.
Et on entendait le bruit des flammes aussi, comme c'était des grandes cheminées quand même. Et ce feu dans la cheminée, on entendait comme quand vous faites du feu dans une cheminée chez vous. Jour et nuit, il paraît qu'il brûlait 12 000, plus de 12 000 cadavres, 12 500 cadavres par jour, chaque four. Hein. Mais ça ne suffisait pas. Alors on a fait creuser aux déportés, moi je n'étais pas de ce commando-là, on a fait creuser des fosses, des grandes fosses, et on mettait les cadavres là. Alors soit qu'on les brûlait à l'air libre, soit une corvée un jour, on m'a prise comme ça, on m'a mis sur un camion en plat, là, ce qu'on appelle les tracks américains, là, où il y avait une espèce de poudre blanche, on a su que c'était de la chaux vive. Et il fallait jeter la chaux vive, on nous a amenés près des fosses, et il fallait à la pelle qu'on jette la chaux vive sur les cadavres, puisque la réaction avec les liquides, c'est de faire fondre les os, il ne fallait pas qu'il reste quoi que ce soit. Et c'était épouvantable, parce que cette corvée-là, elle ne pouvait pas durer, je crois qu'on a travaillé 1 heure ou 1 heure et demie, c'était tout, on ne pouvait pas supporter. Quand la quarantaine a été terminée, on nous a fait avancer, on nous a alignés, on a demandé aux gens quel était, enfin des femmes évidemment, quel était leur métier. Alors il y avait, elles se sont présentées, il y en avait qui étaient médecins, on les a mises au revire, à l'infirmerie. Alors il y avait aussi un atelier de tailleur et ma mère n'a pas voulu dire qu'elle était couturière parce qu'elle savait qu'elle serait séparée de moi. Moi je n'étais que lycéenne, je n'avais pas de métier évidemment. Alors on est resté pour le dernier commando, c'était le rebut, c'était ce qu'on appelait les Außenkommando, les commandos extérieurs. Et alors là, on sortait, c'était la pelle et la pioche, on construisait des routes, on remplaçait les chevaux dans les champs, ça c'était au mois de septembre, on labourait, mais c'était nous qui étions attelés à la charrue, c'était pas les chevaux, c'était nous, on était 2 par charrue à peu près, oui, 2 ou 3, je ne sais plus. Et puis, alors après, on ramassait aussi les légumes. Au mois d'août, on a fait la moisson avec le battage, j'avais la batteuse. On partait vers 5 heures en général et on arrivait sur le lieu de travail à 7h30, 8h. On travaillait jusqu'à midi. À midi, on avait une pause d'une demi-heure où on nous amenait de la soupe qu'on mangeait sur place. Et c'était tous les jours, été comme hiver, c'était la soupe. Et l'après-midi, on reprenait le travail donc à 12h30. Oui, on avait pause de midi à 12h30 et on reprenait le travail et on rentrait à 5 heures, on commençait à rentrer. Quand on travaillait dans les champs, à la récolte de betteraves ou de carottes et des choses comme ça, on en ramenait, il y en avait qui fauchaient et qui se mettaient ça sous les bras et qui rentraient au camp. Mais s'il y en avait une qui était prise avec, en ayant fauché à ramener des légumes dans le camp, tout le monde était puni parce que tout de suite après, on avait l'appel à nouveau du soir. Et alors tout le bloc était puni, c'est-à-dire il fallait se mettre à genoux, l'appel se passait à genoux, et les deux, on a eu une fois 2 coupables, nous on était à genoux, mais elles étaient à genoux avec des briques dans les mains, elles avaient chacune 2 briques dans les mains, et ça pendant 3 heures, 4 heures, enfin jusqu'à épuisement. Et alors en général, à l'appel du soir, on nous distribuait la nourriture, alors la ration de la journée. Celle où j'étais, moi, c'est la baraque d'à côté, mais elle est fermée. Et là, c'est une baraque ouverte, donc je peux vous montrer l'intérieur. Comment c'était à l'intérieur, c'est pareil dans toutes les baraques, à peu près la même chose. Alors voilà, on approche. Donc c'était ces baraques en briques, c'est pour ça qu'elles ont tenu le coup. Mais il y en a beaucoup qui sont tombées quand même, il ne reste que les cheminées. Elles se sont écroulées, de toute façon, par l'usure. Mais là, on peut rentrer. Alors il y avait un poêle, à chaque extrémité de la baraque, il y avait un poêle. Donc il doit y avoir une cheminée
À chaque bout, oui, c'est ça. Voilà, il y a des cheminées. Voilà, une et une au bout, même deux, je vois. Et voilà la porte d'entrée. Et nous entrons dans cette baraque. Bon, je fais attention parce que la porte est étroite. Hein. Voilà. Ah, ça fait drôle. Ça fait drôle de revoir ça. Et ben là, voilà. Ah là là, c'est bien démoli. Hein. Il y a des... Ah oui, il y avait des lavabos. Dans ma baraque, non, il n'y avait pas les lavabos au bout. Il fallait sortir pour aller se laver. Voilà, mais là, ce sont quand même, voilà, les koyas, les bas-flancs. C'est là-dessus qu'on dormait sans paille, sans rien du tout, hein, juste avec une couverture. Mais alors, il y avait donc 3 étages parce qu'il y en avait qui couchaient en bas. C'est là qu'on s'asseyait pour parler, on se pliait, on s'asseyait. Alors, celles qui couchaient en bas, elles avaient des rats qui pouvaient leur passer sur la tête et partout. En haut, ils ne venaient pas, les rats. Alors justement, il fallait faire attention. La nourriture dont je vous parlais, qu'on nous distribuait à l'appel du soir, en général, c'était du pain. Il y avait peut-être 200 grammes de pain noir, de pain bien compact, pain allemand, avec une cuillère de confiture ou un morceau de saucisson ou de la margarine, une petite tranche de margarine, ou une poignée de betterave cuite. Et il fallait le manger tout de suite sur place. Et le soir, après, on allait se coucher. On entendait les punaises tomber sur nos gamelles. On avait des gamelles qu'il fallait garder attachées à la ceinture, sinon on vous les volait aussi. On entendait bing, 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 c'était les punaises toute la nuit qui tombaient sur les gamelles. Et celles qu'on n'entendait pas, elles nous dévoraient, nous, on était dévorés par les punaises. On dormait avec les vêtements mouillés, parce que si vous les enleviez, on vous les volait, et de toute façon on ne pouvait pas changer, ça n'aurait pas séché, donc on gardait les vêtements mouillés, humides le lendemain. Et puis, il fallait organiser, ce qui s'appelait organiser, c'était soit voler, soit échanger. Il y avait un bloc, je ne sais plus si c'est le 12 ou le 13, derrière le bloc 13, c'était les trocs, enfin les échanges. Et on échangeait des rations de pain. On s'est privé avec ma mère pour plusieurs fois de 3 journées de pain, 3 jours de pain, pour avoir un gilet, pour avoir une paire de bas, parce il faisait très froid. Alors, tout était organisé. Si vous vouliez une brosse à dents, il fallait l'organiser aussi. Donc échanger de la nourriture, nous, c'était ça, contre ce qu'on voulait. Et puis, le dimanche, on ne travaillait pas. Et alors, je me baladais donc autour des cuisines, cherchant des épluchures de pommes de terre, et il y a une Polonaise là qui sort, une grosse bonne femme qui sort de la cuisine, c'était une préposée aux cuisines, très bon job évidemment, et qui me dit Sourelais, Kimaer. Sourelais, c'est mon diminutif, c'est le diminutif de Sarah. Kimaer, ça veut dire viens ici, et tout ça c'est en yiddish. Et je me dis mince, elle me connaît, elle va peut-être me donner quelque chose à manger, et je m'approche. Et elle me tombe dessus à bras raccourcis, elle me fiche une de ses volées. Je suis rentrée dans la baraque en pleurant, à ma mère qui était là, et puis des Russes qui étaient avec nous, des Ukrainiennes, qui avaient été arrêtées pour des vols de bicyclettes, pour du marché noir, pour n'importe quoi, et qu'on avait envoyé ici. M'ont demandé ce qu'il y avait, je leur raconte l'histoire, et les Russes me disent, mais tu sais pas qu'ici au camp, toutes les Juifs, toutes les femmes, on les appelle Sarah, et les hommes, on les appelle Israël. Alors, il faut que tu changes de nom. Alors elles ont dit, alors comme j'aimais bien les Russes, c'est vrai, j'ai hésité longtemps entre Tamara et Sonia, et j'ai choisi Sonia. Ce qui fait que tous les gens qui m'ont connue au camp et les gens qui m'ont connue après la guerre m'appellent Sonia. Un jour, sur le lieu du travail, le chef SS nous a fait rassembler au moment du départ, et il nous a fait aligner, et il a sorti une quinzaine de femmes et jeunes filles, les plus jeunes d'ailleurs et les plus belles, il faut dire la vérité. Et voilà, il m'a séparée de ma mère. Et ça a été pour moi le pire de ce que j'ai passé ici. Je ne peux même pas leur transcrire parce qu'on nous a amenés à nouveau dans le sauna, enfin la douche, et là on nous a enlevé tous les vêtements qu'on avait organisés, qu'on avait eu du mal à organiser avec la nourriture, pour nous en donner d'autres après.
Et je revois encore ma mère de l'autre côté de la vitre qui m'appelait, enfin qui pleurait, et moi qui pleurais de ce côté-là. Et on nous a amenés à pied de Birkenau à Auschwitz, le camp des hommes. Ça nous a paru un peu plus civilisé, dirons-nous, un peu plus humain, parce que les baraques étaient, des baraques, ce sont d'anciennes casernes pour des soldats polonais, et c'était en briques, donc c'était quand même chaud. Et ça a été une vie très très dure, parce que nous, on sortait donc là où je vous ai montré que l'orchestre jouait, on sortait par là pour aller travailler. Et alors nous, on était affectés à un commando qui faisait des canaux de drainage. Alors, il fallait creuser, il fallait casser la glace avec la pioche, parce que c'était quand même l'hiver. Il y avait à peu près 10 cm de glace qu'il fallait casser à la pioche. Et après, il fallait piocher encore la terre gelée également. Et il fallait creuser 50 cm à peu près de canalisation. Ouais, c'était comme ça. Et quand on arrivait déjà au bout des 30 cm, on avait les pieds dans l'eau. Bon, voilà, au début, c'était la glace, la terre gelée, la glace. Après, on avait les pieds dans l'eau. Et il faisait très très froid. On a travaillé par -20 et -27 aussi. On nous amenait la soupe sur le lieu de travail à midi. Donc de midi à midi et demi, on avait la pause pour déjeuner. Mais alors cette soupe-là, il fallait la boire à la gamelle, parce que le temps que vous preniez la cuillère, la soupe gelait. Un jour, sur la place d'Appel, j'ai osé approcher le chef du camp. Alors dans l'allemand que j'ai rassemblé, je lui dis que j'aimerais bien que ma mère était restée à Birkenau et que si elle pouvait venir, j'ai osé lui demander vraiment, et il m'a répondu très gentiment. Il m'a dit Auschwitz, Birkenau kommt nach. Ça veut dire Birkenau suit, enfin arrive. J'ai compris que les gens du Birkenau allaient arriver ici, mais ce n'était pas ça. En vérité, quand on sortait travailler, le front russe approchait. On entendait d'ailleurs les canonnades, on entendait les obus qui tombaient. Et quand on sortait travailler, on voyait des trous d'obus. Et on était vraiment contente. On disait, oh là là, ça y est, s'ils pouvaient bombarder, ce serait bien. Il y en aurait beaucoup qui mourraient, mais il y en aurait qui seraient quand même sauvés, qui survivraient. Et ce serait fini de ce cauchemar. Donc on attendait l'arrivée des Russes. Et un beau jour, alors vous le savez que le camp ici, Auschwitz et Birkenau, ont été libérés le 27 janvier 1945. Et nous, le 18 janvier, on nous a fait tous sortir. Ils nous ont dit de prendre une couverture. Ils nous ont donné un pain entier, ça c'était une aubaine, et une grande boîte de corned beef, ce qu'on appelait du singe d'ailleurs. Et hop, on est parti sur la route. Et ils nous avaient prévenu que si on restait en arrière, tous ceux qui restaient en arrière étaient fusillés. Et on marchait et on mangeait, mais ce qu'il y a, c'est qu'on avait soif. Alors on ramassait la neige et on mangeait la neige pour essayer de se rafraîchir. Et on a marché comme ça, et le soir, on est arrivé à une grange. La première nuit, on est arrivé près d'une grange qui était toute sombre, et on nous a poussés dans cette grange. Et le lendemain d'ailleurs, quand on est ressorti, tout le monde n'a pas pu entrer dans la grange. Et ceux qui n'ont pas pu entrer étaient morts. On voyait un bras, une jambe, une tête, enfin les gens étaient morts, gelés évidemment. Et moi, je suis entrée donc dans cette grange, on m'a poussée, il faisait tout noir évidemment, c'était plein de monde, et je marche sur quelqu'un et j'entends merde. Alors je dis, bah, ça c'est une Française, comme je n'avais pas parlé le français, presque pas parlé le français pendant 2 mois à peu près. J'ai retrouvé, alors je lui dis qui tu es, elle me donne son nom, je lui dis qui je suis, et elle me dit, mais ta mère est dans le convoi. Parce que Birkenau suivait effectivement, c'est-à-dire c'est ce que le chef de camp m'avait dit, Birkenau kommt nach, c'est-à-dire suivait, et elle était donc en queue du convoi. Alors le lendemain, je refais tout le convoi à l'envers, moi. Et ma mère, qui a dû le savoir aussi, parce que c'était en somme le téléphone arabe qui fonctionnait, elle courait en avant du convoi. Et on se retrouvait à peu près au milieu du convoi. Ça s'étendait sur plus d'1 kilomètre. Hein. On s'est trouvé au milieu du convoi et on s'est embrassé, on a juré qu'on ne se séparerait plus. Mais ça n'a pas duré tout ça. On a marché le 3e jour, et le 3e jour, on a dû faire quelque chose comme 90 km à pied. Des gens qui étaient déjà quand même épuisés, pas beaucoup de nourriture. On ne pouvait plus manger d'ailleurs parce qu'on avait trop soif. Et là, on nous a amenés à une gare, enfin on est arrivé à une gare. J'ai su après que c'était la gare de Gleiwitz. Et on nous a mis dans les trains des wagons découverts.
c'est-à-dire sans toit ni rien, des wagons à charbon. Et là, on a voyagé à travers la Pologne et l'Allemagne pendant 5 jours. Et là, ça a été un voyage épouvantable, vraiment, parce qu'on ne pouvait plus manger, tellement on avait soif. Alors c'est là qu'on ramassait la neige sur nos épaules, enfin sur les couvertures ou sur les vêtements, et qu'on suçait la neige. Et ce 5e jour, donc, on s'est arrêté, et on est arrivé à Bergen-Belsen, dans cette gare. Et à Bergen-Belsen, c'est curieux parce que ma mère, elle était un petit peu superstitieuse et intuitive surtout. On a trouvé un petit crouton tout sec, là, tout moisi, même devant la porte du camp. Et on l'a mangé d'ailleurs, même moisi et tout. On a mangé ce petit morceau de pain, de ce crouton. Et elle m'a dit, ici, on va mourir de faim. Parce qu'elle a trouvé un petit morceau de pain, elle dit, on mourra de faim ici. Et moi, c'est à cette période-là que j'ai attrapé également le typhus. C'est tombé le jour de mon anniversaire, le 16 mars 1945. J'avais 17 ans et j'ai eu le typhus. C'était un joli cadeau d'anniversaire. Et je disais à ma mère, bon, bah, je ne reverrai plus Paris. Avec comme ça me faisait ni chaud ni froid. Parce qu'il faut dire que les jeunes n'avaient pas la notion de ce qu'était la mort. C'est vrai d'ailleurs. On avait un instinct de survie, mais on n'avait pas la notion de la mort. Et se laissaient facilement glisser dans la mort. Alors celles qui étaient là, les jeunes sans parents ni rien, mouraient facilement. Alors je disais à ma mère, ben, je ne reverrai pas Paris. Et elle, et si, tu reverras Paris, tu reverras Paris. Et fin mars, ça y est, j'ai émergé du délire et de la fièvre. Mais alors à ce moment-là, on n'a plus rien à manger du tout. On avait un rutabaga pour 20 personnes. C'est pas gros un rutabaga, c'est comme ça. Un rutabaga pour 20 par jour. Alors là, on sortait, celles qui pouvaient se traîner encore, sortaient et essayaient de trouver des herbes, des racines dans la terre, de gratter pour pouvoir manger quelque chose. C'était l'obsession. Et puis, on entendait aussi, c'est pareil, on entendait le front qui se rapprochait. Et on entendait donc les canons. On ne voyait pas, puisqu'on ne sortait pas travailler, on ne voyait pas les trous de but. Mais alors, les nazis avaient mis, les Allemands avaient mis le drapeau blanc sur le bâtiment de l'administration. C'est-à-dire qu'ils se rendaient. Tout d'un coup, on n'entendait plus rien. Et nous, dans nos esprits malades, on s'est dit, eh ben, ils ne savent pas, ils ont contourné le camp, ils ne savent pas qu'il y a un camp ici, ils nous ont oubliés, on ne va pas être libérés. Ils vont plus loin. En fait, c'était presque vrai. On a su après qu'ils savaient qu'il y avait une épidémie de typhus dans le camp et qu'ils avaient peur d'être contaminés. Et ils ont effectivement contourné le camp. Mais un beau jour, le 15 avril donc 1945, on a vu arriver des jeeps et on a entendu les mégaphones dans toutes les langues, en français donc aussi. Ici, la première armée anglaise, vous êtes libérés. Et c'est comme ça qu'on a su qu'on était vraiment libérés. On ne pouvait pas se réjouir vraiment, on n'a pas réalisé, sur le moment, on n'a pas réalisé qu'on était vraiment libérés. Alors, mais c'est la nuit, le soir même, parce qu'ils ont ouvert les barbelés, ils ont coupé les barbelés entre le camp des hommes, le camp des femmes et le camp des enfants. Et toute la nuit, ça a été la nuit de liberté. Alors là, ça a été merveilleux. On a su qu'on était libre, donc parce qu'ils ont ouvert les barbelés. Et toute la nuit, dans tout le camp, il y avait des feux de bois, sur lesquels les gens, ils ont pillé les magasins. Ceux qui pouvaient marcher ont pillé les magasins. Ils faisaient cuire de la soupe, ils faisaient brunir des oignons, et puis ils mettaient un peu de farine, et puis de l'eau et des pommes de terre. Et on goûtait la soupe. C'était la nuit de la liberté, de la fraternité, parce qu'on était tous ensemble et libres. C'est là qu'on a ressenti qu'on était libre, c'est vrai. Alors après, on nous a emmenés dans un camp où justement c'était les casernes comme ici, parce que le camp de Bergen-Belsen, ils l'ont brûlé. Ils ont tout détruit, il ne reste plus aucune trace, parce que c'était trop pollué, il y avait cette épidémie terrible et c'était vraiment très très moche. Et on a traversé l'Allemagne dans les camions, et après on nous a mis dans un train pour traverser la Hollande et tout. Et le train, c'était à nouveau des wagons à bestiaux. Alors on dit que ce n'était pas la peine, hein. Mais seulement là, il fallait dire qu'il y avait de la paille et qu'on était une vingtaine par wagon, 15-20, on était tranquille. Mais quand même, alors on nous a mis dans des wagons normaux qu'à la frontière franco-belge. Parce qu'en fait,
Il y avait devant nous, il y avait, en tête du train, il y avait des wagons normaux, mais c'était réservé aux prisonniers de guerre. Ça continuait ce sentiment viscéral que les juifs, ça compte pour du beurre, ça compte pour rien du tout. Et puis, à l'hôtel Lutetia, on nous a donné, alors on nous a fait passer une radio des poumons, ça c'était essentiel. Mais là, du moment que vous n'avez rien aux poumons, ça y est, on vous lâchait dans la nature. C'est-à-dire, on vous donnait un bon repas. Si c'est vrai, on a mangé à l'hôtel Lutetia, c'était bon. Et c'était quand même la commandanture des Allemands, hein, l'hôtel Lutetia. C'est très curieux qu'on les a emmenés là. Et après, on nous a emmenés toujours avec les mêmes autobus de ligne dans des mairies, dans tout Paris, dans les mairies. Nous, on a atterri à la mairie du 19e arrondissement. On nous a couchés. Et c'est seulement le lendemain, ma mère était trop fatiguée, je pensais qu'elle allait mourir d'ailleurs, pour se lever. Et c'est moi qui suis allée retrouver mon père, d'abord voir mon père et ensuite voir mes tantes dire qu'on était arrivés. Mais ça a été très difficile quand même de se réadapter à la vie. Par exemple, quand on est rentré, d'abord ils nous ont gavés de nourriture, enfin il n'y en avait pas des masses, mais enfin on nous a donné tout ce qu'il y avait de meilleur. Et puis on nous a donné une chambre avec un lit, alors on faisait semblant de se coucher, et dès qu'ils étaient sortis, on descendait, on fermait la porte à clé, et on se couchait par terre, on ne pouvait plus dormir dans un lit. La réadaptation a été difficile. On n'en parlait qu'entre déportés. De toute façon, quand on est revenu, on ne voulait pas nous entendre. Ce n'était pas intéressant. Ça valait rien du tout. Alors on s'est tu.